Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus. Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et La Vie TV. Vous revenez sur une annonce historique. Ça s'est passé cette semaine. La Bourse de Paris est passée devant la Bourse de Londres. Oui, dans l'ambiance économique actuelle, et où le tout va mal et on est foutu assez répandu, eh bien cette performance est à noter. Bien sûr, le Brexit a joué son rôle pour affaiblir la City de Londres et Amsterdam, Francfort ou Paris en ont profité. Eh bien, la capitalisation boursière de Paris a atteint fin novembre 2823 milliards d'euros contre 2821 à Londres. Donc c'est un dépassement. Il va falloir maintenant confirmer cette place et c'est peut-être là que le plus difficile commence. Exactement. Alors il y aurait beaucoup à faire dans ce domaine-là ? Oui, parce que nombre de groupes français mondiaux n'auraient pas su ou pas pu sans la bourse aller aussi vite dans leur développement. Pour vous donner un exemple d'une marque connue, Ricard, le groupe Pernod Ricard, notamment sous la houlette de feu Patrick Ricard, que j'avais eu l'occasion de rencontrer, bien presque en toute discrétion, il avait su manœuvrer au cours des dernières années pour faire de son groupe l'un des leaders mondiaux des vins et spiritueux. Savez-vous par exemple que le groupe produit aussi bien du vin en Californie que le fameux Ricard. À la Bourse de Paris, qui passe devant Londres, c'est aussi grâce à LVMH, première société cotée en Europe, dans le luxe toujours, Hermès, Kering ou encore L'Oréal, des groupes familiaux qui ont su se servir de la bourse pour avancer plus vite. Au-delà des grands groupes connus, c'est vers les PME qu'il faudrait enfin s'occuper, celles de nos territoires. Le breton Martin Bouygues, à qui je parlais de mon amour des PME, me disait, vous savez, Bouygues, ça a été aussi une PME. Exactement, elles ont toutes commencé par là. Pourquoi c'est si important d'y prêter attention ? On sait qu'il n'y a pas d'industrie sans investisseurs et quand on parle de la compétition entre la France et l'Allemagne en Europe, c'est de cette bataille-là dont il faudrait parler. Matin, midi et soir, le CAC 40 c'est bon, les entreprises ont réussi leur parcours. Des PME qui deviennent des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. Là, nous manquons encore de dynamisme, de rapport en rapport. Aucun politique, quelle que soit son étiquette, depuis 40 ans, n'a pris ce sujet comme priorité nationale. Pourtant, qui dit industrie, dit emploi. Et donc, il faudrait arrêter de voir la bourse que comme une spéculation, les actionnaires qui se gavent. J'ai pas le temps ici de vous parler de fiscalité, mais en France, les actionnaires sont largement taxés. Pourtant, l'épargne disponible est conséquente. Alors, l'orienter vers nos PME serait très bon pour l'emploi. Alors, Didier, vous nous parlez aussi du crack des crypto-actifs. Oui, puisque cet univers censé devenir le marché alternatif à la finance classique dont on parlait, je vous parlais de la bourse, a du plomb dans l'aile. C'est comme on dit l'expression classique, c'est une histoire assez classique en fait aussi. La spectaculaire faillite de la plateforme de crypto-monnaie FTX, le fondateur, le jeune Sam Bankman-Fried, a fait l'une des 5 plus grandes plateformes boursières de crypto-monnaie. Elle a annoncé le 12 novembre qu'elle avait fait faillite. Sa valeur était de 30 milliards de dollars quelques heures auparavant. Donc 30 milliards de dollars, Jean-Marie, vous êtes le génie de la finance. Et puis un zéro, un escroc. Certains ont signalé que son jet allait aux Bahamas pour couronner le tout. Alameda, sa société d'investissement, se retrouve sur le feu des projecteurs. Le monde découvre Caroline Ellison, la CEO d'Alameda. Des vidéos refont surface. On voit son détachement dans la gestion du risque, ce qui ne rassure pas. Caroline, c'est juste l'ancienne petite amie de SBF, comme disent les Américains, qui dans un tweet avoue carburer aux amphétamines. Et le PDG, lui, alors qu'il risque la prison, a tweeté 25% des actifs des clients étaient retirés chaque jour, 4 milliards de dollars, un effet de levier de 13 milliards, une ruée totale sur la banque, un effondrement total de la valeur des actifs, tout cela en même temps. Ça paraît étonnant. En général, les avocats vous disent taisez-vous. On est d'accord que c'est une histoire comme seul Wall Street, c'est en écrire. Oui, je crois que nous tenons là la bonne série, peut-être le loup des cryptos. Le jeune milliardaire avait créé la plateforme FTX dans le paradis fiscal d'Antigua et Barbuda en avril 2019. 3 ans plus tard, il pèse donc 30 milliards de dollars avec 1 million d'utilisateurs. Sa célébrité, la philanthropie, des millions dans la publicité, notamment lors du Super Bowl, des fonds pour le Parti démocrate également. Beaucoup de plateformes ont financé des politiques, on le sait, pour empêcher la régulation de ce secteur au cours des dernières années. Je crois que le mieux quand même, c'est de relire ce que disait la plus grande firme de capital investissement, Sequoia, sur FTX, sur son fondateur, restez assis. Après mon entretien avec SBF, j'étais convaincu, je parlais à un futur trillionnaire. Le charme qu'il a exercé sur les dirigeants Sequoia qui sont tombés amoureux de lui après un zoom a eu le même effet sur moi. Je ne sais pas comment, je le sais, mais je sais, SBF est un gagnant. On peut déjà tirer les leçons de cette histoire incroyable ou pas ? Oui, pour ceux qui nous écoutent, qu'on fait des erreurs de placement, cela arrive donc au meilleur. Mais les conséquences sont plus ou moins graves. Un rappel pour les particuliers, ne mettez que de l'épargne dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans ce type d'investissement. Et concernant cet univers qui s'est considérablement développé, surtout depuis que les banques centrales ont émis tant de monnaie, il faut dire qu'aujourd'hui, la régulation est forcément à venir. On ne peut pas laisser. Il va y avoir d'autres surprises. Nous sommes, Jean-Marie, qu'au début de cette histoire. On voit d'autres plateformes qui sont à la limite
de la faillite. Et pour rappel, le Bitcoin, célèbre cryptoactif, valait 64 400 $ il y a un an. Cette semaine, on est autour de 16 700 $, moins 74%. Pour un nouvel actif qui était censé remplacer l'or, ce mythe est également tombé. Effectivement. Merci beaucoup Didier Testot. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes vos analyses sur la Bourse et la Vie TV sur YouTube, mais également sur la chaîne YouTube de Sud Radio. À dimanche prochain. Merci.